Autre sujet dans l'actualité, c'est Jordan Bardella avec cette séquence dans C'est dans l'air que vous avez peut-être vu hier, on va la repasser, et puis la réaction de Jordan Bardella hier, parce que c'est quelque chose, et effectivement, je sais pas, il n'y a pas de réaction d'ailleurs, le service public, c'est ça qui est formidable, il n'y a pas un communiqué, il y a jamais l'ombre d'une excuse, il n'y a pas une explication, il n'y a rien du tout, ils sont formidables ces gens-là, ils comparent Jordan Bardella à Adolf Hitler, hop, il n'y a pas un mot nulle part d'ailleurs, à part nous, je crois que personne n'en parle. Ils n'ont pas entendu dénigrer, si. Oui, mais je parle dans le Parisien, il n'y a pas un mot. Nulle part, c'est quand même pas rien. Je veux dire, mais moi je trouve ça fascinant en fait. Alors écoutez, réécoutons l'extrait de C'est dans l'air et après on entendra la réponse d'hier de Jordan Bardella sur le plateau de Christine Kelly. Le patronat prend un risque aujourd'hui parce qu'une partie d'entre eux, les contacts se multiplient, notamment avec Jordan Bardella, et ils se disent on va prendre le contrôle de son cerveau. Il est jeune. C'est vrai. Voilà. Il est jeune, il n'y connaît rien, on va lui dire ce qu'il faut penser. Donc oui, on va lui donner un programme libéral. C'est ce que Alain Minquet, je le cite, parce qu'il m'a autorisé à le citer, appelle l'effet Von Papen. C'est-à-dire ce risque de dire on va, au nom, comme le disait Dominique et comme le disait Lou, d'une potentielle stabilité, prendre ce risque-là parce qu'on va le contrôler. Pardon d'avoir... Et la question de la reine... Ça va tout à fait dans le sens de ce que je voulais également dire. Hein. Et alors moi, il y a l'effet Von Papen. Je citerai Thiers à propos du prince Louis-Napoléon, disant c'est un crétin, on le mettra par le bout du nez. Et il est devenu Napoléon III, il est resté 18 ans au pouvoir. Il se fait traiter de crétin ou d'Adolf Hitler, personne ne dit rien. Oui, mais moi ça fait penser, vous savez, l'autre jour, il y avait cette ancienne de France Inter qui expliquait que les CSP-, c'était des crétins, pareil, c'était Laurence Bloch. Laurence Bloch, pareil, c'est-à-dire que tu peux tout te permettre sur le service public, tu traites les gens de crétins. La chronique de François Morel aussi, vous vous rappelez qu'il y avait eu des insultes, des mots très insultants. Tout à fait, mais alors Laurence Bloch, elle disait, ils sont ces CSP-, ils sont trop cons, quoi, c'est des ploucs, donc ils n'écoutent pas France Inter. Pascal, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Moi je me rappelle sur le plateau du service dit public, comme le trottoir, j'avais été traité par je ne sais plus qui, parce que j'oublie les abrutis, de bras droit de Hitler. Qui avait dit ça ? Bon, peu importe, un comédien aujourd'hui complètement disparu, bon, peu importe, on va pas lui faire du tort. J'avais obtenu 1 euro symbolique en première instance et j'avais été débouté en appel au nom de la liberté d'expression. Faut le faire, hein. Faut le faire. Bon. Donc c'est l'argument, il est vieux comme la connerie, quoi. Bon, écoutez la réponse hier de Jordan Bardella. Je suis stupéfait. Voilà, et je l'ai été encore plus hier en entendant ces mots sur un plateau de télévision. On m'a comparé à Hitler. On m'a comparé à Hitler sur le service public, sur une heure de grande écoute, sans que cela ne provoque à minima une contradiction sur le plateau de télévision de la part des autres journalistes qui étaient là dans une forme d'entre-soi, à distribuer les bons, les mauvais points, à classer les gens. Non seulement il y a évidemment cette réduction ad Hitlerum qui est maintenant bien connue de la part des gens de gauche qui utilisent ce concept pour ramener à la Seconde Guerre mondiale, pour diaboliser tous ceux qui sont en désaccord avec eux. Vous connaissez la rhétorique de certains, à partir du moment où vous n'êtes pas de gauche, à leurs yeux, vous êtes forcément un fasciste, un nazi d'extrême droite. Cette rhétorique, elle est insupportable. Et puis, il y a aussi, je crois, quand on analyse dans le fond des choses qui a été dit hier soir sur ce plateau de télévision du service public, encore une fois, sans que personne ne bronche, je crois une forme de mépris de classe. Voilà, considérant que lorsqu'on n'a pas fait les grandes écoles, comme c'est mon cas, on ne peut pas avoir une pensée autonome, on ne peut pas lire des livres, on ne peut pas écrire des livres, et on peut encore moins en vendre. Quant au fait d'avoir des ambitions politiques, c'est souvent regardé avec une forme de distance et de mépris, sauf que par ce mépris de classe, par ces injures, en fait, c'est des millions de Français qui les injurent. Et sans doute, en voyant cette séquence, peut-être en la découvrant ce soir pour les Françaises et les Français qui nous font l'honneur de nous regarder ce soir et qui n'ont pas vu cette séquence hier, se sentent insultés, méprisés par des gens qui sont censés, sur le service public qui est payé avec l'impôt des contribuables, assurer une forme de pluralisme, à minima d'élégance et de neutralité dans l'expression des uns et des autres. En plus d'être à leurs yeux la réincarnation d'Hitler, je suis un crétin. Donc les Français jugeront. Voilà, mais il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que beaucoup de Français ne se sentent plus entendus, qu'ils ne se sentent plus représentés,
qu'ils se sentent encore une fois méprisés, insultés. Et ce discours bien pensant est insupportable. Et ce que tu comprends, c'est que c'est Alain Minc qui a soufflé cette idée. Oui. J'ai appris ça, oui. Et le Nouvel Obs a publié en fait une citation d'Alain Minc où il parle de ce fameux effet Von Papen, parce que lui-même est tellement sûr qu'il est plus intelligent que les autres que à ses yeux tout le monde est un imbécile. Tout en reconnaissant qu'il s'est tout le temps trompé. Donc c'est intéressant comme notamment sur Emmanuel Macron. Lui-même le reconnaît. s'est trompé sur Emmanuel Macron. S'il reconnaît qu'il s'est tout le temps trompé, il doit dire qu'il se trompe quand il reconnaît qu'il s'est tout le temps trompé. Mais notamment sur le régime communiste, il avait dit le jour où les communistes auront accès, aux biens de consommation, le régime s'effondrera. Et c'est le contraire qui s'est produit. Oui. Enfin, une boussole qui indique le Sud, c'est toujours utile. Hein. Oui. Mais moi, ce qui me frappe, là, c'est pas seulement l'énormité des comparaisons, c'est le côté complètement approximatif, anachronique. C'est des gens qui sont censés être éduqués, qui racontent n'importe quoi. Parce que la comparaison en elle-même, elle est déjà absurde. Comment on peut comparer deux périodes comme ça? Comment on peut comparer Von Papen à Jordan Bardella? Enfin, tout ça est ridicule. Donc, en fait, le fait de faire des études, de se croire intelligent, ne rend pas forcément ni cultivé, ni lucide, ni intelligent. Mais ça, c'est un signe clinique de ce qui va se passer pendant la campagne présidentielle. Ah oui. Ils vont. Moi, je l'avais dit à l'époque à Marine. Attention, ils vont tout nous faire. Oradour, les camps, tout va repartir. Et là, cette espèce d'argumentation, franchement, c'est débile. Juste une parenthèse. Je me demande ce que le législateur attend avec ses refus d'obtempérer pour simplement changer la loi. Un refus d'obtempérer, ça ne peut pas vous arriver ni à vous, ni à moi. Ça fait 40 ans que je conduis, peut-être, depuis 82. Je n'en sais rien. Depuis 82. Y compris la trottinette. Depuis 1980, j'ai eu mon permis. En province, on avait son permis tout de suite à 18 ans. Donc ça fait 43 ans que je conduis. Je n'ai jamais fait un refus d'obtempérer. Franchement, Pascal, vous ne les faites pas. Hein. Oui, jamais. Bon, 99,9% d'entre nous s'arrêtent quand on nous demande. Donc, qu'est-ce qu'attend le législateur pour faire une peine plancher maximum en fait? Refus d'obtempérer, 5 ans de prison. Ça vous va? Oui, mais le problème... Est-ce que ça vous va? Mais direct. Non, mais parce qu'en fait, vous n'avez pas à faire un refus d'obtempérer. Le problème, il n'est pas là. C'est ça, moi, qui... Alors, vous savez ce qu'on va vous répondre. Alors, si votre ami Dupond-Moretti nous écoute, il va dire, mais ce pro est encore fou. Pourquoi il propose un truc aussi sévère? Mais parce que ça ne peut pas arriver aux autres. Mais non, mais le problème... Qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas une peine de prison dissuasive? Le problème, Pascal, c'est... Enfin, je sais pas. Il y a le problème de la peine, mais il y a aussi le problème maintenant de la capacité jugulée d'intervention des policiers face au refus d'obtempérer. Ils ont peur maintenant. Mais justement, faut Ils ont peur de réagir. Donc, faut les aider avec une peine dissuasive. Oui, mais faut-il empêcher le type qui refuse d'obtempérer? Faut-il l'empêcher dans son refus? Et on ne peut l'empêcher dans son refus, Gilbert, non pas par la peine qui sera prononcée, mais par la coercition. Je suis Gilbert Collard. Si demain, vous avez une peine de 5 ans d'emprisonnement pour un refus d'obtempérer qui est prononcé comme une peine plancher, il n'y a même pas de discussion. Je pense que les uns et les autres réfléchiront. Oui, mais pas tous. pense. Oui, pas tous. Mais à condition que la peine soit prononcée d'abord et avant tout. Bon. Mais là, parce que là, alors donc il y a encore un policier blessé. C'est effrayant. Les policiers, c'est tous les jours. Il y en a 25 000. Il faut donner aux policiers les moyens de réagir. Quelqu'un à bord d'une voiture qui est devenue une arme par destination. Oui, d'accord. Donc il ne faut pas qu'il ait peur de sortir son arme. Or, maintenant, les policiers ont peur parce que le type se dit je vais dormir en prison. Je suis d'accord avec vous, mais vous ne pouvez pas sur une antenne dire que les policiers doivent sortir leur arme sur pour un refus d'obtempérer parce que c'est compliqué. Ça dépend. Tout dépend du refus d'obtempérer. Ça serait peut-être rendu si les policiers avaient réussi à sortir la loi 15-9 dit stipule que s'ils sont menacés dans leur intégrité, ils sortent. Mais c'est normal. Ça n'empêche pas les policiers de se retrouver en garde à vue. Voilà, c'est pour ça qu'ils ne sortent pas leur arme. Porte-parole de la police nationale, je les salue et on pense à eux cet après-midi. 3 policiers de Cavaillon et Aix-en-Provence ont été blessés en voulant interpeller un individu recherché par les services de police et auteur d'un refus d'obtempérer. Leur détermination et celle de leurs collègues a permis de l'interpeller. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Mais ce monsieur, il a été interpellé là. Oui. Mais moi, on le met à l'ombre pendant très longtemps. Là, en l'occurrence, il y a eu un mort. Donc, là, il n'y a pas eu. Oui, à Cavaillon. Oui, là, il y a eu blessé. Oui. Là, il est blessé. Mais même, vous le mettez à l'ombre pendant très longtemps. On revient sur Bardella. Si vous n'étiez pas là tout de suite, réécoutons de manière plus courte la réponse qu'il a faite hier à Christine Kelly sur comment il avait jugé cette séquence Danser dans l'air. On m'a comparé Hitler sur le service public, sur une heure de grande écoute, sans que cela ne provoque
à minima une contradiction sur le plateau de télévision de la part des autres journalistes qui étaient là dans une forme d'entre-soi, à distribuer les bons, les mauvais points, à classer les gens. Non seulement il y a évidemment cette réduction ad litterum qui est maintenant bien connue de la part des gens de gauche, qui utilisent ce concept pour ramener à la Seconde Guerre mondiale, pour diaboliser tous ceux qui sont en désaccord avec eux. Vous connaissez la rhétorique de certains, à partir du moment où vous n'êtes pas de gauche, à leurs yeux, vous êtes forcément un fasciste, un nazi d'extrême droite. Cette rhétorique, elle est insupportable. Et puis, il y a aussi, je crois, une forme de mépris de classe. Voilà, considérant que lorsqu'on n'a pas fait les grandes écoles, comme c'est mon cas, on ne peut pas avoir une pensée autonome, on ne peut pas lire des livres, on ne peut pas écrire des livres. Bon, c'est intéressant de parler de l'influence des médias sur le vote. Et vous, Gilbert Collard, vous allez pouvoir peut-être répondre à cette question. Bon. C'est ce qui préfigure, nous sommes d'accord, ce qui va se passer jusqu'en 2027. Absolument. Tout l'espace médiatique, journalistes, artistes, va se liguer parce qu'ils ne veulent pas du Rassemblement national. C'est comme ça. Bon. Oui. Mais ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que Jordan Bardella, il est aujourd'hui à 37 points, il n'a jamais été aussi haut, Marine Le Pen pareil. Ça, au fond, ça n'a aucune importance. Ah, si. Moi, je crois qu'ils sont... Est-ce que ça a de l'influence ? Alors, on n'est pas d'accord tous les deux, mais moi, je crois que la gauche crypto-pseudo-intellectuelle, maintenant, est dans une réserve, comme les Indiens autrefois. Quoi. Ça y est, ils ont créé leur réserve médiatique dans laquelle ils sont enfermés, avec un discours répétitif, qui dure depuis combien ? 20 ans. D'accord, mais ce qui m'intéresse, c'est l'influence de ça. Non, moi je pense personnellement qu'ils vont tenter tous les coups, mais tous les coups, ils vont ressortir au radour, ils vont tout ressortir, mais que ça ne marchera pas cette fois-ci. Charlotte, je crois que ça ne marchera pas. L'influence, parce que ça, c'est une vraie question, l'influence. Quelle influence ont les médias pour changer un vote ? Aux dernières législatives, ça ne devait pas fonctionner, puis ça a fonctionné quand même. Les dernières ? Oui, mais pardonnez-moi, c'est les politiques aussi. C'est les politiques. Et les Français à la fin, mais donc l'efficacité est réelle, le RN naît dans la tête. Oui, mais Pascal n'a pas tort, là, parce que les politiques ont joué le jeu de la c'est-à-dire que quand tu as enlevé quand mécaniquement tu as enlevé un candidat, et c'est le cas de Gabriel Attal, par exemple, il a enlevé son candidat. Pour empêcher le RN. Dans ces cas-là, les Français, ils ont continué peut-être de voter par le RN. Mais Gabriel Attal appartient à une génération qui est l'héritière de ce discours-là, en fait. Oui, qui a été fabriqué même par ce discours. Voilà, donc vous avez toute une génération dans la classe politique qui vous dit la raison de mon engagement en politique, c'est le 21 avril 2002. Donc vous avez toute une génération politique, mais c'est vrai aussi dans la population française, pour qui le RN n'est pas un parti comme les autres, quand bien même d'ailleurs ils votent pour eux. Mais... Donc ça a infusé, évidemment, c'est quelque chose, c'est un discours qui a infusé, qui était omniprésent. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'influence. C'est ça, oui. L'influence, je suis en train de le dire. Elle est très difficile à démontrer d'ailleurs, l'influence. Parce que je m'aperçois que le RN ne fait que monter avec des médias bien souvent qui sont en opposition. Hostile. D'accord, mais hostile. L'influence. C'est-à-dire que quand M. Bardella, il va dans des émissions du service public, quand il va à France Inter, tout le monde peut le constater. Mais la manière dont il est interrogé, et Marine Le Pen pareil. Mais vous maintenez dans une bulle des millions et des millions de personnes. Parce que ce que dit Jordan Bardella, c'est qu'il n'y a pas eu de contradiction. Non seulement il n'y a pas eu de contradiction, mais tout le monde renchérissait sur le fait de dire mais oui, et je dirais même plus comme les Dupont et Dupont. Donc en fait, vous maintenez des gens qui n'entendent jamais rien. Napoléon Jaffray, c'est dingue. Jérôme Jaffray, vous n'entendez jamais rien. Vous passez du service public de la radio à celui de la télé, vous entendez le même discours, le Rassemblement National égale SS. Moi, ce qui c'est un problème de démocratie. Oui, qu'est-ce que l'ARCOM va faire, quoi ? C'est ça quand même. Rien comme quand même, là, vraiment, si l'ARCOM ne réagit pas, c'est la démonstration. Je veux dire, les gens ne peuvent pas être dupes. C'est la démonstration publique qu'on a affaire à un instrument de gouvernement politique. Non, mais là, le souci, c'est pas ce que dit Caroline Michel-Aguirre. Elle a le droit de le dire. Non, c'est ce que la réaction des autres. Voilà, et la réaction de l'animateur ou l'animatrice, qui doit effectivement modérer dans ces cas-là. Alors après, on peut un jour être un peu plus fatigué. Vous êtes traité de nazi. Quand même, Charlotte, vous voulez dire quelque chose ? Mais oui, parce que le problème, c'est que dans le débat public, ça dépasse de loin le seul sujet du Rassemblement national. C'est-à-dire que est assimilé au nazisme n'importe... Non, mais tous les électeurs, mais surtout les sujets qui sont dans la tête
tête de ces chroniqueurs, journalistes. Voilà, exactement, associés. Ce sont des sujets qui sont associés aux nazis. C'est la question de l'immigration, c'est la question de la sécurité, c'est même, alors parfois vous voyez des trucs, c'est la question de la famille, ça peut être la question de la défense du travail. Le barbecue. Tout, le barbecue, voilà. Donc il y a énormément de choses. Mais donc le débat un est film, empêché. un artiste. Et par ailleurs, la gauche intellectuelle, comme vous la qualifiez, est peut-être dans une réserve sur les médias, mais enfin, elle a quelques rôles aussi dans les cours qui contrôlent ou pas la constitutionnalité, par exemple, des lois. Donc ça empêche, je veux dire, au-delà de la limite, l'évolution électorale du Rassemblement national regarde le Rassemblement national. En revanche, le débat public empêché par cette accusation, cette diabolisation permanente, devient non seulement pénible, mais dangereux. Et ne sous-estimez pas le rôle de l'Europe pour intervenir dans la campagne présidentielle, me dit un interlocuteur qui nous écoute. Ce qui s'est passé en Roumanie. Pas faux. Moi, je me rappelle d'un débat des médias. Le RN est quand même aussi, en partie, le fruit d'une volonté dégagiste. Il ne faudrait pas penser que les médias sont totalement épargnés par cette volonté dégagiste. Parce que la défiance des Français vers les médias, vers les élites au sens large, si vous saviez, elle est indéniable aussi. Les débats que j'ai subis, moi je me rappelle d'une émission où il y avait un type, j'ai oublié son nom, il a disparu. Ce qui est bien, c'est qu'ils disparaissent. Qui me dit, ça va nous arriver aussi. C'est vrai, il me dit, vous êtes homophobe, vous êtes islamophobe, et avant qu'il en ajoute, je lui dis, je suis devant vous essentiellement conophobe. Et je crois vraiment que c'est la thérapeutique. C'est intéressant l'homophobie, parce que M. Morel, François, dans une chronique, a utilisé un mot homophobe sur la radio publique. Mais il a le droit. Oui, il a le droit. Qui n'a provoqué aucun remous. Bon, on arrête des matchs pour mais dans les papiers qui sont écrits sur votre serviteur, moi je suis traité de misogyne. Donc. Oui, un peu peut-être, non. Mais pas de, non, je plaisante, non. Ça ferait rire. Non, ça ferait rire vos filles. Me semble-t-il. Comme les miennes, du reste, on va traiter aussi de misogyne. Bon, alors la réaction de Bardella, vous savez à quoi est-ce que vous avez fait penser à une réaction ancienne d'un homme politique qui avait réagi à une attaque de ce type qui était un peu insensée? Est-ce que ça vous a fait penser? Chirac, parce que je vous ai entendu en parler. Donc, Chirac, exactement. Ouais. Ça m'a fait penser à Chirac. Ouais, alors, c'est intéressant parce que ça nous permettra de voir Gérard Leclerc, parce que c'est lui qui lui pose la question. Ouais. C'est du très grand Chirac, vous allez voir. Oui. Cette réponse, c'est l'homme d'État XXL. Là, il maîtrise, il est dans la campagne présidentielle de 95, et là, c'est Chirac. Là, tu vois le poids. On voit la bête. On voit la bête. Et la question est de Gérard Leclerc, c'est lui qui lui pose cette question, qui a été décisive dans la campagne de 95. Jospin avait dit, il est vieux, etc. Et on demande une réaction à Jacques Chirac là-dessus. Écoutez, c'est 2002, la sélection de 2002. Il s'est un peu associé à la dérive de l'empêchement du débat, si je puis me permettre. Pourquoi vous dites ça? Il a refusé le débat. Oui, en 2002. Oui, parce qu'effectivement, quand il dit ça, il n'imagine pas qu'il pourra rencontrer... Mais rappelons-nous quand même aussi cette phrase absolument extraordinaire de Jean-Marie Le Pen sur Jospin. Le hibou ébloui. Vous ne vous souvenez pas de ça? Non, je ne m'en souvenais pas. Il avait dit, quand on le questionnait sur Jospin, qui avait dit beaucoup de mal de lui, et il avait répondu, écoutez, moi je ne réponds pas au hibou ébloui, mais il m'a... Enfin, on ne va pas soutenir Le Pen quand il fait du Jospin vis-à-vis de Chirac. C'est la même chose. Non, mais il n'y a pas de poids de mesure. Hibou ébloui, c'est pas... Non, mais c'est un bon mot, mais c'est pas... non, c'est pas mal. Pas digne d'un débat public. Non, c'est indigne d'un débat public, mais c'est un bon mot. En tout cas, là, il y a... Et c'est là qu'on voit... Moi, j'aurais aimé la voir. Ça, c'est 2002. On voit quand même que le débat a évolué. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'attaques personnelles. Mais il ne pourrait pas dire ça aujourd'hui, Chirac. La manière de s'exprimer, je serait décalé. Témoigne d'une époque. La gestion des silences, moi, ça me frappe à chaque fois. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, si Chirac tenait ses propos, ça serait décalé par rapport à l'ambiance? C'est-à-dire qu'il serait moins efficace. Parce qu'à l'époque, on ne tolérait pas ça et on le tolère plus facilement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une dégradation du débat public, ce qui fait qu'on accepte plus facilement les attaques ad hominem. La France insoumise est passée par là. Je suis d'accord avec vous, c'est tout à fait vrai. Mais la gestion des silences, vous avez raison. Alors, quand tu es président de la République, c'est facile de faire des silences. Mais Mitterrand... Il les maîtrise bien. Mitterrand et Chirac. Et puis, la simplicité aussi. Géry,
J'ai pas du tout. C'est très simple à comprendre. Ah, mais tu comprends. Je veux dire, c'est très... Ah, mais c'est vrai que c'est une autre époque, parce qu'il prend beaucoup de temps pour répondre. Oui, il fait des pauses, personne ne l'interrompt. Oui, voilà. C'est le président de la République. D'accord. Mais enfin, on sent que 20 ans ont passé. Et puis, on a une tendresse pour Gérard Leclerc, auquel on pense, il n'y a pas un jour où on ne pense pas à lui. Est-ce que vous voulez... vous avez vu les médias bulgares qui ont soutenu... Ça ne vous a pas échappé? Non, je suis bulgarophile, mais j'ai pas trop de lumière sur le soutien des Bulgares. Écoutez, Sarkozy, pourtant. Deux choses. De ce pays, oui. Deux choses sur Nicolas Sarkozy. D'abord, j'ai pas compris non plus. Deux choses. Dans un article du quotidien bulgare 24, Chaza, 2 anciens présidents bulgares ont apporté leur soutien à Nicolas Sarkozy. 2 anciens présidents bulgares, mais c'est le quotidien, il s'appelle Chaza, C-H-A-S-A. Ils n'ont pas oublié le rôle déterminant joué par le couple Sarkozy dans la libération des infirmières de leur pays retenues en otage par le régime de Kadhafi. Il s'agit de Petar Stoyanov, président de la Bulgarie en 1997, et de Georgi Parvanov, président de Bulgarie, de 2002 à 2012. Beaucoup de progrès à faire en Bulgarie. Vous connaissez plus l'équipe de Bulgarie de 93. Il y a un nom que je connais bien en Bulgarie, c'est Kostadinov. C'est Kostadinov que je connais bien en Bulgarie. Je ne pense pas que ça ait une grande influence sur le président du tribunal. Alors justement, la deuxième chose que je veux vous dire, c'est que Nicolas Sarkozy reçoit des milliers de lettres à la prison de la Santé, un soutien massif, symbole du lien évidemment singulier qu'il conserve avec une partie des Français, des courriers qui affluent de toute la France, mais de l'étranger, qui sont ensuite transmis à son secrétariat, des mots, des cadeaux, aussi souvent religieux, une vingtaine de Bibles, quelques chapelets. Nicolas Sarkozy est profondément touché, explique son entourage, et l'ancien chef de l'État répondra personnellement à toutes ces lettres. Il aura du boulot, parce que quand je vois effectivement toutes les lettres. Mais en marge, évidemment, de cela, je dois vous dire que la Cour d'appel a maintenu ce mardi en détention l'intermédiaire Alexandre Djouri, en retenant sa demande de mise en liberté. Là, je voulais que vous me décodiez ça. Gilbert Collard, Alexandre Djouri est incarcéré comme Nicolas Sarkozy dans le procès libyen. Cette décision intervient à seulement 6 jours de l'examen de la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy. Mais à la différence de Nicolas Sarkozy, Alexandre Djouri ne pouvait quitter la France. Voilà. Alors, ça va être la même chambre qui va se prononcer sur la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy. Le président est connu pour être un type bien, un juriste qui ne se laisse pas impressionner par les événements ambiants. Olivier Géron, il s'appelle ? C'est ça, voilà. Et c'est lui qui sera le président du tribunal en appel. Oui. C'est le même. C'est le même, oui. Ça peut changer au dernier moment, mais normalement, si tout est normal, comme dirait l'autre, c'est lui. Moi, je l'ai connu dans l'affaire du Mediator, c'est une affaire énorme, qu'il a vraiment présidé avec beaucoup d'humanité, de rigueur. Bon, a priori, j'ai pas de méfiance à avoir. C'est un magistrat indépendant. Oui, c'est la réputation qu'il a. Dans l'affaire Djouri, le refus de mise en liberté est fondé sur 2 arguments. Un, inquiétant pour Nicolas Sarkozy, et l'autre, rassurant. C'est l'article 144 du Code de procédure pénale qui donne la ligne. L'élément inquiétant, c'est que le tribunal dit qu'au vu du contexte de l'affaire. Au vu du contexte de l'affaire. Bon. Et ensuite, que les garanties de représentation n'existent pas. Bon, il est vrai que comme domicile, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il avait donné un appartement qui est à côté quasiment des bureaux de Sarkozy. Bon, c'était pas génial. Dans le 8e arrondissement. Dans le 8e arrondissement, voilà. Et que pendant toute la procédure, on a eu du mal à mettre la main sur lui. Il est parti, on l'a chopé, il est reparti, il est revenu. Bon, donc, le motif principal fondé sur l'article 144, c'est qu'il pourrait s'en aller et donc ne pas être présent à l'audience. Ça, c'est rassurant pour Nicolas Sarkozy. Ça, c'est rassurant pour Nicolas Sarkozy. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est que la Cour fasse référence au contexte de l'affaire. Parce que ça, c'est pas dans l'article 144. Ça y est pas, L'article 144, c'est empêcher la pression sur les témoins, empêcher la... Qu'est-ce que ça signifie ? Parce que c'est très impressionniste, le contexte de l'affaire. Voilà, c'est ça. Alors, cette audience, comment elle se passe ? Il y a un parquet qui requiert... Alors, il y a le parquet, il y a l'avocat général qui représente... Je parle de la libération. Oui, mais ce sera probablement la même composition que pour l'audience de jugement. Bon, il y a... Donc, le président Sarkozy sera présent ? Il peut être présent comme il peut ne pas l'être. Ça se passe où ? Ça se passe au tribunal Ça se passe à la Cour d'appel de Paris. Et la Cour d'appel, elle est au palais. Dans l'ancien palais. L'ancien palais, oui. Ça peut se faire par visioconférence. Il peut aussi demander à être présent. C'est un droit.
La Cour peut rendre sa décision dans l'heure, hein, dans les 2 heures, dans les 3 heures, ou le lendemain, ou 3 jours après. Le tout, c'est qu'elle respecte le délai, hein, le délai de 2 mois. Normalement, si on applique l'article 144, il est dehors, Nicolas Sarkozy. Il est dehors. Il n'y a aucun des motifs. Alors, je les rappelle, si vous voulez, rapidement. On peut ne pas être libéré s'il y a un risque de pression sur les témoins, s'il y a un risque de concertation entre les mis en cause, s'il y a un risque de renouveler l'infraction, de récidiver, et s'il y a un risque en matière criminelle, mais là on n'y est pas, hein, de trouble à l'ordre public. Voilà. Bon, franchement, il n'y a pas un seul des motifs prévus par l'article 144 qui est réuni. Hein. Et une fois qu'on a fait cette demande, si elle n'est pas acceptée, on a le droit de faire une demande dans un délai précis. Oui, et il faut que la Cour statue dans les 2 mois. Ouais. Oui, ça c'est pour la réponse. Mais si, une fois que la réponse est donnée, que la réponse est négative, la nouvelle demande... Vous savez ce que je faisais, moi, quand j'avais... Comme je connaissais la détestation de certains magistrats pour votre serviteur, je faisais des demandes de mise en liberté à répétition, et puis j'en faisais une pendant le mois d'août, et j'y allais pas. Et je disais à mon client, allez-y, dites que vous n'avez pas besoin d'avocat, vous allez voir, ils vont vous libérer. Et que le type arrivait, disait, ouais, je viens seul, Collard, il est nul, j'ai pas besoin d'avocat, on le libérait. Ce qui ne répond pas à la question de Pascal. Oui. Dans quel délai on peut présenter Pas du tout, oui. Mais c'est tous les mois, on peut faire tous les jours. Ah non, mais il peut faire une demande de mise à liberté le soir même. Oui. Mais quand vous dites que les magistrats ne vous aimaient pas... certains, pas tous. Oui, mais ça, comment dire, ce lien qui existe entre un avocat et un magistrat, est-ce que ça peut influer contre un dossier? Parce que si vous êtes... si vous êtes un justiciable... Tout compte, je vous assure, tout compte. Tout entre en ligne de compte. La relation de l'avocat avec le tribunal, l'estime que le tribunal peut avoir pour l'avocat. Bon, je vous dirai pas que ça va faire condamner un innocent, attention, hein, mais ça donne une atmosphère différente à l'audience, voilà. Par exemple, quand un avocat, que je ne citerai pas, qui fut, par les hasards de l'histoire, ministre de la Justice et comédien, ou comédien et ministre, arrivait dans un prétoire, les magistrats le détestaient vraiment, parce qu'il faisait tout pour ça, bon, et ça n'avait pas forcément une influence sur le jugement, mais sur l'ambiance, quoi. Oui, mais si ça il faisait son métier. Il n'était pas du côté des magistrats. On peut aussi faire de la diplomatie judiciaire, c'est pas interdit. Ils sont tous du même côté dans la recherche de la justice. C'est pas interdit, hein, mais normalement, vous savez pourquoi ils portent l'hermine? Parce que l'hermine, elle préfère mourir que de se souiller.